Donc la parole est maintenant à Laurence Gavarini, qui va nous parler de la candidature collective à la présidence de l'HCERES. Merci. Donc je suis enseignante-chercheur en lettres, en littérature française du XVIIe siècle à l'Université de Bourgogne. Alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on a échoué, il faut aussi parfois peut-être comprendre pourquoi on a réussi, même si c'est à une petite échelle. Et donc c'est un petit peu le but c'est le mandat de ces quelques minutes d'explication. Alors, la candidature collective à la présidence de l'HCERES, ça donne donc 5350 participants, dont 1370 candidatures effectives. Un texte écrit à 8 à 10 mains, un petit groupe pour l'organisation de ce qui nous a d'abord séduit par sa dimension de grosse blague, c'est très clair, venant parasiter le ronron de la machine politico-bureaucratique qui fonctionne à l'écart de toute intervention ou même de toute consultation de la communauté universitaire. Puis, la sollicitation manuelle des premiers signataires, manuel, c'est-à-dire on s'adresse individuellement à chacun, élargie après à la liste des signataires de la pétition de Rogue pour les 50 postes à récupérer au CNRS. Et puis, au-delà, après, on lance et alors on arrive à ce chiffre magnifique de 5350 et 1 avec Thierry Coulon. Ne l'oubliez pas. Quand même. Donc, nous avons obtenu ce qu'on pouvait attendre d'un canular, je pense, un certain bazar au ministère. On se demande d'ailleurs où il en est, parce que nous attendons nos accusés-réception avec angoisse. Revoilà l'angoisse. Et puis, il a quand même été obligé de nous recevoir lorsqu'on a remis la centaine de dossiers le 21 janvier. Cela quand même sur fond de vacances inédites de la direction de l'HCERES. Ce n'est pas anodin, le fait qu'il n'y a actuellement pas de direction de l'agence. Et puis on a obtenu aussi sans doute bien plus que cela, et tous ceux qui ont initié l'opération ont été assez frappés, je pense, par l'enthousiasme des signataires et l'adhésion à la tribune profession de foi, y compris des collègues qui ne sont pas des militants, des collègues qu'on n'attendait pas nécessairement là. Donc un élan qui, je résume, touche toutes les disciplines, des collègues de bord politique et institutionnel assez différents. On n'est pas, avec cette opération, à la gauche de la gauche, pour le dire un peu frontalement. Donc ça nous laisse beaucoup de questions, me semble-t-il. On peut essayer d'analyser les raisons de l'élan. Le texte, il part d'une analyse de l'état de la science française, tel qu'à certains égards pourraient le faire ceux qui nous gouvernent. Il y a d'ailleurs un diagnostic de cette nature dans un des rapports préparatoires à la LPPR, quoique, on l'a déjà dit mais je le répète, ce diagnostic n'est jamais mis en relation dans les rapports avec les 15 ans de réforme. C'est toute la différence avec le texte de candidature collégiale qui, lui, met immédiatement le doigt sur cet empilement de 15 ans de réforme. Ce texte pose la vérité comme fin de la science, non sans que cela ait suscité une vive discussion parmi nous. C'est un peu, je pense que tu y as fait allusion tout à l'heure. Et puis, il énonce les conditions d'une recherche qui serait le bien commun d'une société, sans passer ni par un langage gauchiste, je reviens, mais pas non plus, sans passer non plus par la novlangue de l'excellence ou du management. À peut-être une exception près, qui nous a échappé peut-être, demander une évaluation des 15 dernières années d'empilement de réformes en termes d'audit, à mon avis, c'est prendre le langage de l'adversaire. Le diable est dans cette question du langage, elle est décisive, parce que je pense que parler d'audit, c'est sans doute adopter ce que nous essayons de mettre à l'extérieur de notre propre discours et de nos analyses. Il n'y a rien dans ce texte sur l'enseignement des enseignants-chercheurs qui le signent. À mon avis, il est plus facile de toucher la dignité des enseignants-chercheurs sur la seule question de la recherche. Pour peut-être mettre en lien avec des choses qui ont été dites tout à l'heure. Plus facile de construire ce nous sur la question des principes de la recherche. Donc on affirme le besoin de temps pour la créativité de la recherche, la nécessité de l'intégrité de la science, c'est pas dit si souvent, l'égalité des moyens, le besoin d'égalité des moyens, la liberté et la responsabilité des chercheurs. Et nous avons appelé ça autonomie de la recherche, en reprenant au fond possession des trois mots qui ont été dévoyés par la première pierre de l'ensemble ESR, la LRU, qui s'appelle donc liberté et responsabilité. C'est la loi sur l'autonomie des universités.
je pense qu'il y a un travail, je ne sais pas jusqu'à quel point il est conscient, mais de réappropriation du lexique dans le texte qui, à mon avis, est décisif et qu'il faut sans doute prolonger. Pour définir l'autonomie, Castoriadis parle de l'autoposition d'une norme à partir d'un contenu de vie effectif et en relation avec ce contenu. Dans le texte et dans le geste de le signer, l'autonomie de la recherche est posée à partir de la nécessité pour les chercheurs de se réapproprier le contrôle sur les valeurs et le sens de leur métier. Autoposition de normes. Nous savons ce que c'est que la recherche. Temps, égalité des moyens, liberté, responsabilité à l'égard de la vérité. Alors c'est là qu'on peut peut-être définir le bénéfice de cette opération à travers ce texte dans l'action collective qui en a fait l'outil d'une candidature, comme un geste d'autonomisation des signataires dans l'affirmation du collectif. Ce qui se voit dans les hashtags qu'on a mis en avant, nous sommes candidats, voire dans les détournements de ce hashtag, je sommes candidat. Il me semble qu'il y a quelque chose de là qui essayait de travailler, l'affirmation collective du collectif, et qui marque donc une rupture dans cette hétéronomie aliénante qui arrive quand on a une sorte de niche métaphysique du sens qui donne une définition d'en haut de l'institution en escamotant, j'utilise toujours Castoriadis, le fait qu'une société s'auto-institue. Une niche du sens, ça pourrait être une définition assez bonne de l'HCERS, je pense. Alors, pourquoi? Parce que le HCERS, par son fonctionnement, est une pièce importante dans la dépossession des universitaires de leurs propres critères de jugement. On pouvait penser qu'à partir du moment où la note globale a été supprimée et où l'AERS n'avait pas obtenu sa capacité de sanction qu'elle entendait avoir comme aboutissement de ses évaluations, on pouvait penser que les universitaires qui avaient accepté vaille que vaille de se servir de cet outil et de jouer le jeu de l'évaluation pouvaient penser donc qu'ils avaient accepté cette hétéronomie. L'ampleur de la réponse, quand même, 5 000, c'est pas 10 000, mais c'est une réponse ample, elle montre qu'il n'en est rien, je pense. Je pense qu'on peut être d'accord sur ce constat et que ce principe d'autonomie du jugement collégial, on peut appeler ça, reste un principe auquel les universitaires n'ont pas renoncé. D'une certaine manière, donc, écrire, signer, envoyer ce document, faire ces dossiers, c'est revenu à dire « nous sommes la recherche ». Je dirais ça plutôt que « nous sommes l'université », encore une fois. Donc, ce qui est, me semble-t-il, un geste d'autopolitisation, producteur d'autonomie, et pas seulement de l'affirmation de l'autonomie. Dans le fait de le faire, il y a production d'une autonomie de ceux qui agissent ainsi. La question maintenant est de savoir pour combien de temps il est valable. À mon sens, s'il est bien clair que pour une partie des signataires, si nous étions élus, la première chose que nous ferions, ce serait de dissoudre l'HCERS, je ne suis pas sûre que ce soit le cas de l'ensemble des signataires. Et à mon avis, il faut essayer de penser cela. Il est difficile de dire jusqu'à quel cercle de l'ensemble de ceux qui ont signé cette affirmation de la nécessité de se débarrasser de cette agence est partagée. Donc, c'est bien donc, sur ce fond de la reconnaissance d'un geste ample, mais aussi sur fond de la reconnaissance de la variété de ceux qui l'a impliqué, que se posent les questions. Que faisons-nous de cette réussite, de cet élan? Que faisons-nous de ce nous? Et qui est ce nous? On repose toujours la même question, je pense. Et il n'est pas sûr qu'il soit toujours homologue dans toutes les situations dont on a parlé. Alors juste, je distingue 3 directions ou 3 temporalités de l'action de l'après, du temps d'après. Peut-être des nous différents d'ailleurs, qui impliquent des nous différents. Le temps d'une saisie immédiate et militante de l'opération. On perçoit l'élan comme un capital dont il faut exploiter immédiatement et c'est sorti presque tout de suite. On demande aux collègues des engagements sur l'HCERS. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Christian. Demander aux équipes des comités de démissionner. C'est un geste militant, sans conteste. C'est évidemment, il y a des équipes qui commencent à démissionner collectivement et donc c'est à monter. La question du refus de rendre les évaluations de la part des laboratoires. Autre possibilité qui est également complexe. On n'est plus là, ce que je veux dire, simplement, c'est que là, on n'est plus dans le canular. On n'est pas non plus de la même manière dans le collectif quand on pose ça. Et je crois que c'est important. Il s'agit là, non pas d'affirmer quelque chose, mais de refuser quelque chose. Ce qui, je crois, n'est pas la même chose. Et il s'agit de modifier les pratiques.
des collègues, ne pas rendre les évaluations, refuser de participer. Donc, l'articulation des principes et des pratiques me paraît un point hyper sensible de toute transformation et de toute mobilisation des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Donc, voilà. Alors, il y a Lucie, balance ton rapport, que je trouve une action très intéressante et qui offre un intérêt quand même sémantique de revenir au sens littéral de balancer, pas métaphorique. Je pense que c'est important. Alors, le risque dans ces actes, dans ce premier temps, c'est que ce sont des actes de résistance. Et c'est le risque de ne mettre en mouvement que les militants. Je pense qu'il faut accepter de regarder cela dans ce que nous pensons. Les 5000 signataires ne sont pas tous des militants. Ils ne sont pas tous à l'HERS, mais ils ne sont pas tous militants. Voilà. Il y a un deuxième temps qu'on pourrait dire, celui de, pour faire plaisir à Jean-Louis Fournel, de l'action politico-tactique. Donc, il s'agirait de travailler à infléchir l'existant en essayant d'intervenir notamment dans le moment de l'examen politique de la loi et d'obtenir, par exemple, des amendements significatifs qui seraient comme des lignes décisives des limites que les enseignants-chercheurs et les chercheurs poseraient. Par exemple, un nombre d'élus dans l'HERS, ce qui suppose accepter l'HERS, bien entendu. Mais on peut imaginer une action qui consisterait à intervenir auprès des politiques en posant un certain nombre de questions. On veut des élus, parce que les élus, pardon, Laura, c'est mieux que les nommer. On veut rééquilibrer. On veut rééquilibrer les crédits récurrents dans le financement des laboratoires. On veut limiter le montant du CIR. Il faut réfléchir à combien. On veut mettre l'accent sur la question de l'intégrité scientifique. On veut des garanties sur les libertés académiques. On peut penser aux étudiants. On veut que soit instauré un salaire étudiant. On pourrait imaginer un type d'action de cet ordre qui consiste à intervenir auprès des politiques pour avoir des sortes de marqueurs, de limites et de choses que l'on veut obtenir. Bon. Cela donc en intervenant dans le temps politique de l'examen de la loi. Ça pose le problème de la définition de ces éléments, du fait que ces éléments sont une adaptation à l'existant, je me dépêche, 2 minutes 37, et ça pose la question de savoir qui mène cette tactique et comment. Voilà. Troisième temps, je finis avec ça, c'est le temps politique de l'autonomie, à mon avis, qui est un temps long et qui implique donc la capacité à durer à l'intérieur de ce qui est en train de devenir l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi à instituer les conditions de vie de la recherche et de l'université que nous voulons. Et la cible est différente, à mon avis, dans ce que je viens de souligner, parce qu'il ne s'agit pas de s'adresser aux politiques, mais il s'agit de remettre en mouvement le cœur de la profession, ce cœur que nous avons l'impression d'avoir touché avec l'opération HCERS. Comment faire pour que les collègues se ressaisissent du commun et de structure, qui reprennent la parole. Alors je pose, il y a eu des questions glanées dans les discussions de ces dernières semaines. Bon, il y a des choses qui existent depuis 2009. Il y a des sites de veille, il y a des collectifs, il y a Politique des sciences, il y a souvent l'université, il y a ceux dont le métier s'est saisi des réformes universitaires. Je pense au travail des sociologues qui ont été en pointe sur le Parcoursup. Ça existe. Comment on rassemble ces forces de politisation pour qu'elles ne soient pas simplement en position observatrice et à côté, un peu toujours à côté de l'ensemble de l'université, avec ces moments où l'université revient vers ses collectifs. À SLU, nous voyons très bien les moments où les collègues reviennent vers nous pour nous envoyer des motions, etc. Comment faire pour que ça devienne le cœur, un des cœurs de l'enseignement supérieur et la recherche? Est-ce qu'on peut produire un dispositif qui soutiendrait le militantisme, mais qui structurerait l'autonomie, si je puis dire, l'autonomisation de tous? Voilà. Est-ce qu'on peut inventer une structure alternative, un autre modèle, incluant, pour ce qui concerne l'autonomie du jugement collégial, les différents aspects énoncés tout à l'heure? Voilà. Alors, la question, pour inventer cette structure, c'est de cibler le bon lieu. Ça ne va pas être une contre HERS, évidemment, on est d'accord. Je pense quand même qu'on a beaucoup entendu parler de la CPU et que la question d'une contre-CPU
c'est-à-dire d'un autogouvernement, de production d'un autogouvernement de l'enseignement supérieur de la recherche, peut être une piste à creuser.